Arc-en-Ciel, chaque dimanche. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel Lyon 91.5 et radiopluriel.fr. Et nous sommes heureux d'être en ligne avec Madame la députée, Madame Patricia Lalande. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue à l'émission Arc-en-Ciel et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais actualité oblige, le Moyen-Orient, source de stabilité mondiale aussi, il ne faut pas l'oublier. Et nous serons heureux d'avoir parmi nous une femme qui représente aussi la France en Europe, qui est députée européenne MoDem UDI, secrétaire générale de l'ONG MEWA, chercheuse à l'Institut Prospective Sécurité. La question qui s'impose, madame, est de taille. Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient? Mais écoutez, c'est une vaste question qui est difficile de couvrir en peu de temps. Le conflit au Moyen-Orient, il n'a pas démarré hier. Il y a déjà une dizaine d'années, une quinzaine d'années, je dirais. Le conflit au Moyen-Orient actuel, c'est la conséquence, si je puis dire, des printemps arabes que les États-Unis, l'Europe ont voulu essayer de déstabiliser un peu tous ces pays qui étaient certes des pays où il y avait des dictateurs. Je pense à la Tunisie, ensuite et évidemment à la Libye. Bon, la Tunisie, ça a été l'exemple, je dirais, du printemps arabe qui a à peu près réussi, quoique je rentre des élections là-bas. Je viens j'étais à une mission d'observation à Tunisie et pour les élections et je peux vous dire que le pays va très mal. Il y a un taux de chômage terrifiant, surtout pour les jeunes, et donc ce n'est pas quand même un grand succès, mais il y a les germes de la démocratie sont là et les femmes sont partout présentes dans les listes électorales. Donc ça, je dirais que le côté tunisien, on peut le mettre de côté comme on va voir ce qui va se passer, mais il y a les bases de la démocratie sont là. La Libye, bon, c'est pas la peine d'expliquer le chaos général qui y règne. Personne n'est capable de s'y retrouver dans il y a beaucoup de groupes armés. La communauté internationale peine à établir un gouvernement d'union nationale. Vous avez le général Haftar de l'autre côté. Enfin, vous connaissez tous les problèmes en Libye actuellement, et d'ailleurs dont souffrent beaucoup les Tunisiens, parce que quand j'étais là-bas en Tunisie, on nous expliquait qu'il y avait déjà 150 membres de Daesh qui avaient franchi la frontière de Libye pour la Tunisie. Donc les Tunisiens sont très inquiets, ils déjouent des attentats tout le temps. Enfin voilà. Donc alors là-dessus s'est ajouté évidemment la Syrie, le problème syrien depuis 2011. La Syrie, c'est la même chose, je dirais. Il y a eu une révolution, une vraie révolution tout au début, et cette révolution a été très très vite, au bout de 7 mois, 8 mois, peut-être même avant, a été récupérée par des groupes djihadistes que nous occidentaux, les Américains et nous occidentaux, peut-être par naïveté, peut-être par qu'on a décidé d'armer et d'aider pour pouvoir arriver à nos fins, qui étaient de renverser un dictateur qui était Bachar el-Assad. Bon, ça nous a mis dans une position terrible, et je dirais ça a créé une superposition de conflits à l'intérieur d'un seul conflit. Et on s'est retrouvé très vite avec un conflit de la coalition, c'est-à-dire les États-Unis et les Occidentaux contre Assad, mais pas que contre Assad, parce qu'entre-temps, vous avez eu l'État islamique qui s'est installé sur la zone irako-syrienne. Donc on s'est retrouvé avec la coalition qui se bagarrait à la fois contre Daesh et à la fois contre le régime de Bachar el-Assad, tout en aidant des groupes djihadistes, je dirais pas toujours les plus fréquentables, parce qu'on sait très bien que les armes, même s'il y avait certains groupes qui étaient des islamistes modérés, les armes passaient d'un groupe à un autre, et les autres groupes étant le plus souvent des gens d'Al-Nusra qui représentent Al-Qaïda en Syrie. Au milieu de tout ça, vous avez les Turcs qui eux-mêmes, je dirais, je ne sais pas s'ils ont aidé Daesh. Bon, enfin, ils n'ont pas vraiment combattu Daesh au départ parce que ça les arrangeait pour pouvoir
pour pouvoir enlever Bachar el-Assad du pouvoir, mais qui avait comme ennemi principal les Kurdes. Donc, comme les Kurdes étaient soutenus par les Américains, enfin, vous voyez un peu l'imbrication terrible qu'il y a au Moyen-Orient actuellement. Là-dessus, vous avez l'Arabie Saoudite qui veut absolument, j'allais dire de façon un peu faire la peau à l'Iran, si je puis dire, et donc qui se sert de tous ces acteurs-là contre l'Iran. Résultat des courses, je dirais que l'Occident et les États-Unis, quand on regarde les choses calmement maintenant, on a perdu la guerre en Syrie. C'est-à-dire que Bachar est toujours là. Vous avez expliqué qu'il allait partir tous les 3 mois. On nous expliquait que c'était fini. Il est toujours là. Les Russes se sont installés au Moyen-Orient grâce à cette guerre, parce qu'ils ont pris la défense très vite de Bachar el-Assad. De même les Iraniens. Et donc, si vous voulez, les Occidentaux se retrouvent dans une situation un peu spéciale où, je dirais, ils voulaient éviter que l'Iran s'implante trop en Syrie, et ils voulaient même se débarrasser de Bachar el-Assad parce qu'ils le trouvaient trop proche des Iraniens. Ils sont arrivés exactement au résultat inverse. Et de même pour les Russes. Donc, maintenant, on reproche aux Russes d'avoir une hégémonie dans la région et d'avoir des volontés, des velléités de puissance qui ne plaisent pas vraiment aux Occidentaux et aux Américains spécialement. Donc voilà, donc c'est vraiment, j'allais dire, c'est une vraie catastrophe pour l'Occident, cette histoire en Syrie, et donc il serait temps maintenant de contrebalancer les choses, et que l'Europe en tout cas, puisque vous avez vu que là-dessus il y a eu l'histoire du nucléaire iranien, Donald Trump qui a décidé de déchirer il l'a pas encore fait, mais il faut l'accord du Congrès, mais de déchirer l'accord sur le deal iranien, le JCPOA, cet accord qui a été négocié pendant des années par des grands diplomates et qui était un premier pas pour permettre que l'Iran n'obtienne pas la bombe, et un premier pas pour, même c'était un message pour le monde, pour la dénucléarisation du monde. Ce geste de Trump est une catastrophe, et donc nous voilà bien ennuyés avec tout ça sur le dos actuellement. Justement, madame, parce que là vous avez évoqué ce qu'on appelle un bilan, grosso modo, à partir du printemps arabe, et avec cette démarche européenne, ce que vous avez cité au départ. Américaine surtout. Et européenne aussi, par rapport à la Libye, par rapport à la Tunisie. Donc voilà, donc il y a une implication de grandes puissances. Donc au départ, c'était volontaire ou pas volontaire. Donc on a fait tomber des dictateurs, comme vous l'avez bien dit, et après il y a le chaos. Sauf que dans ce chaos, il y a un chaos qui dure presque maintenant 70 ans. C'est le chaos entre les Palestiniens et les Israéliens. Et l'Europe, il se trouve démunie encore davantage avec ce qui s'est passé récemment, avec la décision encore de M. le Président américain de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Donc on est dans une situation qui est vraiment chaotique. Et on constate comme quoi il y a quelques voix qui se lèvent en Europe, qui essayent de rattraper un petit peu le coup. Mais comment l'Europe se trouve-t-il dans une situation au moment où il était en position de force et son poids était très entendu par-ci et par-là? Bien sûr, écoutez, ça c'était l'aspect très important, évidemment, l'aspect Israël. Finalement, ce conflit, on peut se dire que c'est en train de se terminer par un conflit entre Israël et les alliés d'Israël, l'Arabie Saoudite, l'Amérique de Trump, je dis bien, et de l'autre côté, les Européens qui ne sont pas d'accord sur cette histoire de déplacement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et c'est évident que, écoutez, c'est arrivé la même semaine. Monsieur Trump a décidé de déchirer le JCPOA et a décidé d'inaugurer, de venir lui, enfin, il n'est pas venu lui-même, mais d'envoyer sa fille, inaugurer l'ambassade à Jérusalem, ce qui est une folie totale, et ce qui a provoqué, et je veux dire, tout le monde a vu la honte de ces images où vous voyez d'un côté la cérémonie avec tous ces gens très chics à Jérusalem, et de l'autre côté tous les massacres, enfin les tueries qu'il y avait de l'autre côté de la frontière à Gaza. Donc je crois qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est l'ingrédient tout à fait explosif, mais si je puis dire, cette guerre depuis le début
en Syrie, quelque part, c'est une guerre pour préserver Israël aussi. Et d'ailleurs, je comprends complètement que Israël veuille se préserver. Mais l'idée on a le sentiment que les Américains sont en train d'aider Israël en donnant carte blanche à Israël de faire ce qu'il veut. Et je veux dire, cette idée-là est absolument est terrible pour le Moyen-Orient, et c'est une situation que je pense est terriblement dangereuse et qui peut complètement dégénérer d'un moment à l'autre. Alors, qu'est-ce que l'Europe doit faire? L'Europe, elle doit reprendre ses billes, si je puis dire, puisque l'Europe a fait la bêtise de suivre les yeux fermés les États-Unis dans toutes ces aventures guerrières depuis pas mal d'années. Et maintenant, je pense que l'Europe doit reprendre ses billes et doit penser autrement, aider à la résolution du conflit israélo-palestinien si c'est encore possible. Elle doit parler aux Russes. Alors ça, je pense que c'est une erreur qu'on a fait depuis le début de vouer l'hégémonie, de vouer les Russes aux gémonies comme on l'a fait. Donc maintenant, il faut reprendre les choses en main, travailler avec les Russes, parce que il y a que les Russes qui peuvent nous aider justement à négocier avec les Iraniens, avec toutes les parties prenantes du conflit, parce que finalement ils se sont mis au centre de tout ce maelstrom, si je puis dire, de tout ce foutoir au Moyen-Orient. Et voilà, donc je pense que, écoutez, on n'était pas très très loin d'un accord entre Israël et les Palestiniens. Je me souviens, John Kerry, juste avant de partir à la fin de son mandat de secrétariat d'État, avait fait des efforts justement de paix. Ça allait dans le bon sens. Et là, on a tout d'un coup un président qui tweet à tire-larigot et qui fait des provocations, mais terribles. Mais ce qui est dangereux, madame, c'est que simplement, parmi des pays européens, ils ont participé à l'inauguration de ce transfert d'ambassade. Donc, oui, il y en a quelques-uns, il y en a pas beaucoup. Hein. Oui, mais ils sont là. Donc, il y a déjà une fissure. Donc, il y a déjà une fracture. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Absolument. C'est ça qui est impressionnant dans cette affaire. C'est qu'il y a une fracture. Donc, est-ce que, selon vous, madame, l'Europe a encore une chance, ça ne risque que politique, hein, donc, et en même temps culturel et économique éventuellement, de peser et son poids à l'intérieur de surtout cette pagaille, j'ose dire, hein, c'est une pagaille globalisée, et on se trouve avec des guérillas par-ci par-là, avec un conflit central qui est le conflit israélo-palestinien. Mais est-ce qu'il n'est pas temps que les Européens prennent la décision de reconnaître l'État palestinien? Oui, bien sûr. Mais ça, c'est vrai, vous avez raison. Il y a eu quelques pays européens qui ont participé, mais enfin, ils étaient vraiment minoritaires. Il y a eu juste la Roumanie, je crois. L'Autriche. Et l'Autriche, oui, la Roumanie et l'Autriche. Et l'Ukraine. Mais je veux dire, tous les autres se sont abstenus et ont fortement critiqué, je dirais. Bon, donc la Roumanie, je pense que les prochaines réunions que nous aurons au Parlement européen, on va remettre un peu les pendules à l'heure. Et c'est vrai que l'Europe a du mal par moment de parler d'une seule voix. Ça, c'est vrai, parce que chacun a des intérêts différents. Vous savez, vous avez tous les pays qu'on appelle les pays de Visegrad, qui sont les pays de l'Est, qui eux sont obsédés par la Russie. Je veux dire, moi je suis au Parlement européen depuis maintenant un an, et je suis sidérée de voir à quel point l'ennemi là-bas, c'est la Russie, quoi. C'est la Russie et puis l'Iran. Donc, si vous voulez, c'est un peu compliqué. Donc, il faut que maintenant tout le monde arrive à pouvoir parler d'une seule voix. Et c'est vrai que l'Europe doit apporter sa contribution dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Mais ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile de mettre tout le monde d'accord. Est-ce que l'Europe, je vais me répéter la question si vous permettez, je crois que vous ne l'avez pas entendu, est-ce que l'Europe peut prendre une décision de reconnaître l'État de Palestine et comme ça au moins il y a un équilibre entre deux États? Parce que même un ex-ambassadeur israélien, il le dit, la paix c'est d'avoir deux États qui vivent côte à côte. Bien sûr, ce serait très bien que l'Europe prenne cette initiative-là. Moi je suis tout à fait pour. Vous dire... Bon, ça va être long parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des pays qui soutiennent Israël, mais je veux dire, je pense qu'il faut arrêter de parler avec soutien d'Israël ou soutien de la Palestine. Tout le monde a envie qu'il y ait la paix
entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est pas le problème de prendre le camp de l'un contre l'autre. Et effectivement, vous avez raison. Je pense vraiment qu'il faut que l'Europe travaille à une solution à deux États. Mais je crois que c'est ce qu'elle est en train de faire. Et en tout cas, c'était les dernières déclarations de Madame Mogherini. Elle est plutôt dans ce sens. Vous savez, c'est une émission qui traite aussi énormément de cas sur le Maroc, sur le Maghreb, hein, donc ça aussi. Et je souhaite vous poser une question, si vous le permettez. Comment vous voyez actuellement ce conflit déjà était civil et maintenant on voit un petit peu les armes qui commencent à se préparer d'un côté et d'un autre entre le Maroc et l'Algérie sur l'affaire du Sahara. L'Europe peut-il jouer encore un rôle pour éviter ce carnage qui se produit ailleurs, qui s'installe aussi dans le Maghreb? Et comme vous le savez, les conséquences seront fatales pour l'Europe et pour la région. Oui, vous avez raison, c'est un problème très grave. Concernant le Sahara occidental et les problèmes entre le Maroc et l'Algérie sur le Sahara occidental, vous savez que les Nations Unies sont en train de travailler là-dessus. Ils ont nommé un envoyé spécial, monsieur Hans Koller, qui était l'ancien président allemand, pour essayer de trouver une solution au conflit des Sahraouis, du conflit Sahara occidental pour les Sahraouis. Écoutez, je l'ai rencontré à Bruxelles la semaine dernière et il m'a fait une très très bonne impression et j'ai le sentiment qu'il va le faire au maximum. Il va faire au maximum pour essayer de réunir autour de la même table ronde les gens du Polisario, les Marocains, si c'est possible, et d'essayer, et il joue son jeu aussi avec les Algériens. Donc de ce côté-là, on a peut-être une petite opportunité, une fenêtre, je dirais, de paix entre guillemets. Mais bon, ça c'est pas encore gagné, mais Monsieur Koller travaille beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est sur les Nations Unies. Et nous, l'Europe, on appuie dans cette direction-là. On aide Monsieur Koller et c'est évident que toute cette zone sahélo-saharienne au sud du Maroc, l'Algérie, c'est terrible. Il y a des groupes armés dans tous les sens. Il y a des jeunes qui sont complètement désœuvrés dans les camps à Tindouf et ils pourraient très très bien rejoindre. Je veux dire, si on ne leur apporte pas une solution économique ou autre, ils pourraient très très bien rejoindre ces divers groupes. Donc là, vous avez tout à fait raison. La situation est tout à fait explosive et l'Europe doit s'en préoccuper. Mais je crois que le Maroc fait un effort terrible aussi pour elle lutter contre l'immigration et contre tous ces groupes terroristes. Mais c'est évident que si le Maroc et l'Algérie n'arrivent pas à s'entendre pour avoir une vision globale de tout ce qui se passe dans cette zone-là, c'est assez ennuyeux. Donc, bon, je redis à nouveau l'espoir que je mets dans cette médiation qui est celle des Nations Unies et de M. Koller. Écoutez, madame, en votre nom, on adresse nos condoléances au Parlement européen parce que je viens de recevoir une nouvelle, la mort de madame Nicole Fontaine, ancienne présidente du Parlement européen. C'est la seconde femme après Simone Veil qui a accédé au poste de la présidente du Parlement. Elle était morte jeudi dernier, 17 mai, à l'âge de 79 ans. Voilà. Je peux rajouter quelque chose? Je vous prie, bien sûr, madame, bien entendu. Alors, j'ai un respect énorme pour madame Nicole Fontaine, et c'est une grande dame, je l'ai connue, et elle a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle s'est beaucoup occupée de l'Afghanistan, des Afghans, et elle a beaucoup aidé le commandant Massoud, le légendaire commandant Massoud, qui luttait contre les talibans en Afghanistan, et elle a fait venir Massoud au Parlement européen, et j'étais là aussi, donc je peux en parler comme témoin, et Massoud est venu au Parlement européen grâce à elle, faire une conférence de presse, il a été reçu en plénière, mais il a également fait une conférence de presse pour expliquer que tout ce qui risquait de tomber, d'arriver à l'Occident. Et c'était c'était 6 mois avant les attentats du 11 septembre. Il avait déjà tout, il n'avait pas expliqué dans les détails de l'opération parce qu'il ne connaissait pas lui-même, mais il savait, il a mis en garde l'Occident et lui-même a été assassiné par Al-Qaïda quelques mois avant. Donc je suis vraiment très reconnaissante à Madame Fontaine d'avoir invité le commandant Massoud et c'est une nouvelle très triste pour l'Europe. Merci Madame Patricia Lalonde, d'avoir accepté notre invitation et en tenant à présenter encore une deuxième fois nos sincères condoléances à la famille de la défunte. Je vous dis à très bientôt, madame. À bientôt, merci. Merci à vous, madame. Au revoir.
Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.